En introduction, je voudrais rappeler que la tuberculose et le VIH sont indissociables depuis longtemps, puisque très tôt, la tuberculose a fait partie des infections classantes et définissant le stade SIDA au cours de l'infection VIH, que c'est l'infection opportuniste la plus fréquente dans le monde et qu'elle cause environ un quart des décès liés au SIDA. C'est la seule infection opportuniste qui soit en elle-même un problème de santé publique et qui pose en plus le risque de transmission de l'agent pathogène de façon nosocomiale, aussi bien pour les patients que pour les soignants. Alors, il y a d'autres situations où c'est indissociable, et on va le voir au cours de l'exposé, que ce soit en termes de physiopathologie, où on voit qu'il y a une accélération de risque de faire une tuberculose après la primo-infection chez les personnes vivant avec le VIH, que la clinique est souvent trompeuse, et que se posent des problèmes d'interaction médicamenteuse et de décision de délai de mise en route d'un traitement par rapport à l'autre quand on a une co-infection VIH, tuberculose. Alors, en 20 minutes, on ne peut pas tout aborder, et c'est pour ça que j'ai choisi, un peu arbitrairement, de me focaliser sur l'épidémiologie, les nouveautés en termes de diagnostic bactériologique, et quant au traitement, de me focaliser plutôt sur le moment du traitement plutôt que sur les modalités. Alors, au point de vue épidémiologique, je ne sais pas très bien s'il faut parler de VIH et tuberculose ou bien de tuberculose et VIH, puisqu'en effet, on l'a dit, c'est indissociable. En ce qui concerne la tuberculose, en 2011, on estime qu'il y avait 8 millions de cas incidents, dont 1,4 million de nouveaux cas chez les personnes vivant avec le VIH, avec un taux de décès de l'ordre de 1 million de décès. Cela dit, on constate quand même depuis 2006 un certain nombre de tendances à la stabilisation des données concernant le taux d'incidence de la tuberculose qui avait connu une phase d'augmentation en lien avec l'extension de l'infection VIH. Donc, les taux de tuberculose les plus élevés sont en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, avec donc en rouge et violet les taux par 100 000 habitants qui sont les plus élevés. Et on l'a vu déjà l'autre jour, en termes d'épidémiologie du VIH, c'est effectivement en Afrique subsaharienne également qu'il y a la prévalence la plus élevée et le nombre de personnes vivant avec le VIH le plus élevé, et on sait à l'heure actuelle qu'il y a à peu près un tiers de ces personnes qui sont infectées par Mycobacterium tuberculosis à un moment donné de leur vie, alors qu'en Europe, on estime à peu près à 14%, et en Asie du Sud-Est, des taux encore plus élevés de l'ordre de 45%. Alors, l'incidence de la tuberculose maladie est également multipliée par 3 dans les pays à forte prévalence du VIH. Et cette corrélation entre les deux maladies est également révélée lorsqu'on regarde certaines études qui ont été faites dans les années 90-2000 sur les causes de décès des patients vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne, pour lesquels, je ne sais pas comment on fait le... Bon, c'est pas grave. Pour lesquels on voit que, aussi bien à Abidjan qu'à Nairobi, quand on fait les études autopsiques, on se rend compte que la première cause de mortalité en pourcentage chez les personnes vivant avec le VIH, c'est la tuberculose, qui est avec des taux de 32 à 47% de causes de décès chez les personnes vivant avec le VIH. Alors, en termes de clinique, est-ce qu'il y a des particularités de l'infection de la tuberculose chez les patients infectés par le VIH? Alors oui, là je vous ai repris la photo d'un iceberg, c'est pas très original, mais c'est la réalité, puisque effectivement, vous savez que l'infection tuberculeuse est pour une grande partie latente, et qu'après avoir rencontré le bacille de la tuberculose, on a un risque de développer une tuberculose maladie au cours de la vie qui est de l'ordre de 5 à 10%. Et que cette infection tuberculeuse latente, on la détermine grâce à des mesures indirectes comme l'intradermoréaction ou les dosages d'interférons dans le sang. Et qu'en revanche, le risque de tuberculose maladie au cours de la vie est en gros de 50% chez les patients VIH positifs, et ce d'autant plus que les CD4 sont bas. Donc, un couple, disons, dont l'évolution naturelle n'est plus du tout la même que chez la personne
non infectés. Alors, je ne développerai pas ici toute la problématique du traitement de l'infection tuberculeuse latente chez les personnes infectées par le VIH, qui pose différents problèmes de reconnaissance et de risque également de voir arriver des résistances. Alors, en ce qui concerne la clinique, donc on l'a dit, la tuberculose peut survenir à n'importe quel stade de la maladie. Tant que les lymphocytes sont presque normaux, disons au-dessus de 350 CD4, c'est des formes de tuberculose tout à fait classiques, en particulier les tuberculoses pulmonaires cavitaires. Et puis plus on va baisser dans l'immunodépression, plus on va avoir un nombre élevé de tuberculoses disséminées, et non plus forcément pulmonaires. Et puis, on peut, à un stade ultime, voir apparaître un certain nombre de tuberculoses à radio-pulmonaire strictement normales, alors que les frottis seront positifs. Alors, donc, cette modification de la clinique, elle a aussi une conséquence sur la prise en charge et l'évolution de la maladie, puisque effectivement, il y a plus de localisation extrapulmonaire, ça a été prouvé dans certaines études. Je vous l'ai dit, les images radiologiques peuvent être non spécifiques, voire normales, et puis on le reverra, les examens directs peuvent être négatifs. Donc tout ça fait qu'il y a un retard au diagnostic, et donc un certain nombre de tuberculoses qui ne sont pas diagnostiquées, qui ne sont pas traitées et qui sont cause de décès, et puis même des retards au traitement avec, on l'a vu dans certaines études, plus de décès chez les personnes VIH que dans la population générale. En plus, une fois que le traitement de la tuberculose a eu lieu et qu'il y a eu une guérison, on sait que chez les personnes vivant avec le VIH, il y a un taux de récurrence qui est plus élevé que dans la population générale. Alors, en revanche, ce qui est clair, c'est que certes, il y a un lien avec le VIH, mais il y a un lien aussi avec le traitement antirétroviral, et que ce lien, il est inversé, c'est-à-dire que, très clairement, le fait de prendre des antirétroviraux fait baisser de façon significative et assez rapidement après la mise en place du traitement, dans l'année qui suit, disons, fait baisser considérablement le risque de survenue d'une tuberculose. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, donc, en gros, le message, c'est qu'il faut dépister le VIH en cas de tuberculose, puisqu'on l'a vu, là, l'évolution naturelle et la prise en charge vont être différentes. Alors, les données OMS actuellement montrent qu'en 2009, il y avait 26% des tuberculoses qui avaient été testées pour le VIH, qui avait une recherche de l'infection VIH, et que ce taux est passé de 34% en 2010, avec une évolution qui est variable selon les pays. Et en moyenne, en Afrique, en gros, 60% des tuberculoses se voient proposer un test de sérologie VIH, et que dans 68 pays du monde, il y a une détection qui se fait dans presque 3/4 des cas. De même, et c'est le corollaire du dépistage VIH, en 2010, 80% des tuberculoses survenant chez les patients VIH avaient commencé un traitement par le cotrimoxazole et 46% un traitement par antirétroviraux. Alors, il y a dans les journées un poster qui donne ici des indications très intéressantes sur ce qui a été fait au Togo. C'est le poster P8, où on voit qu'en 2007, il y avait un taux de dépistage VIH qui était extrêmement bas en cas de tuberculose, qui était de l'ordre de 0,7%. Et par des intégrations de prise en charge, ce taux de dépistage des VIH au cours de l'infection tuberculeuse est passé à 78%. Alors, en termes diagnostiques, bon, les méthodes classiques de diagnostic font appel aux méthodes microbiologiques, d'examen direct microscopique à partir d'un échantillon d'origine pulmonaire le plus souvent. Et on va voir qu'il y a des alternatives à cet examen microscopique qui sont les amplifications génétiques. La culture, c'est le gold standard, mais on va voir que ça pose différents problèmes. Et puis ensuite, il y a l'identification précise et l'antibiogramme qui font partie du diagnostic et de la prise en charge de la tuberculose. Alors,
Les nouveautés en termes d'identification de Mycobacterium tuberculosis, elles sont à différents niveaux. Pardon, il y a des nouveautés en termes d'examen direct et de rendu direct du résultat. Le classique, c'est la microscopie, donc par fluorescence, et qu'on va le voir, et j'en parlerai tout à l'heure, il y a des tests d'amplification d'acides nucléiques qui peuvent tout à fait remplacer et même être extrêmement plus rentables que l'examen microscopique. Je ne parlerai pas de tout le reste, je dirais simplement que la culture sur Löwenstein, on va le revoir, c'est une culture qui est parfois difficile, qui n'existe pas dans beaucoup de pays, et qui a, elle aussi, des alternatives, comme les cultures automatisées en milieu liquide, qui justifieraient peut-être plus d'études que ce qu'il y a eu sur leur utilisation en pratique dans les pays en voie de développement. Alors, en ce qui concerne l'examen microscopique, donc, il y a la coloration de Dzil et la coloration à l'oramine. C'est un examen qui est facile, qui est peu coûteux, qui est rendu en règle générale en moins de 24 heures, donc assez rapide, mais qui pose un certain nombre de problèmes, puisque dans les pays à forte prévalence de la tuberculose, les frottis ne sont positifs en gros que dans 2/3 des cas, chez les patients qui ont une réelle tuberculose, maladie à culture positive. Alors, ça signe le caractère contagieux de la maladie, et puis ça permet également d'apprécier la densité bacillaire. Cela dit, bon, ce n'est pas spécifique de Mycobacterium tuberculosis, ça c'est peut-être pas un énorme problème, mais c'est quand même la réalité, et puis c'est surtout que ça a une sensibilité très faible, puisqu'il faut une densité bactérienne importante, de l'ordre de 10 000 bacilles acido-alcoolo-résistants par millilitre, pour être positif. Alors, surtout chez les immunodéprimés, on s'aperçoit qu'il y a eu une étude en Afrique du Sud qui a montré que pour de véritables tuberculoses pulmonaires qui avaient des cultures positives sur des échantillons d'origine pulmonaire chez des patients infectés par le VIH, il y en avait près de 80% qui étaient négatifs à l'examen microscopique direct. Donc une sous-estimation très nette de la réalité de la tuberculose chez les patients vivant avec le VIH. Alors, en ce qui concerne la culture, donc, effectivement, c'est le gold standard. Cela dit, c'est un examen qui est rendu avec un délai de l'ordre de 3 semaines, que ce délai va aggraver la morbidité, la mortalité, aggraver le risque de transmission à la fois nosocomiale et puis hors nosocomiale dans l'environnement, et retarder la mise aussi bien au traitement antituberculeux qu'au traitement antirétroviral en cas de besoin. De plus, c'est cher, il y a des risques de contamination et ça nécessite vraiment un laboratoire spécifique et des personnes entraînées pour pouvoir le faire en routine. Et ce n'est pas disponible de façon routine. Donc, pour ça, il y a des nouvelles méthodes qui sont encore à évaluer, qui sont donc des cultures en milieu solide, dont le délai de positivation est nettement réduit de l'ordre d'une semaine. Alors, surtout, je voudrais m'arrêter un peu sur une technique qui est recommandée par l'OMS, qui est en fait le diagnostic donc, par PCR en temps réel pour la détection de l'ADN de Mycobacterium tuberculosis dans des échantillons respiratoires, que ceux-ci soient à microscopie positive ou à microscopie négative, et que le frottis ait été décontaminé ou non. Avec un seuil de détection qui est très nettement abaissé, puisque ça va permettre de détecter la présence de Mycobacterium par PCR, avec un seuil de 130 bacilles par millilitre. De plus, le deuxième avantage, c'est que, couplé à la technique de la reconnaissance de l'ADN de Mycobacterium tuberculosis, il y a une possibilité de détection de mutation du gène associé à la résistance à la rifampicine. Et donc, comme on sait que ce gène de résistance à la rifampicine est un très bon marqueur de multirésistance chez Mycobacterium tuberculosis, ça détecte à la fois la présence
de la tuberculose et à la fois l'existence ou non d'une résistance. La sensibilité estimée est de l'ordre, selon l'utilisation de 1, 2, 3 expectorations, est de l'ordre de 72%, 85 et 90%. Donc vous voyez que même si on le fait sur un seul examen, la sensibilité est bien meilleure que l'examen direct. Et autre avantage, on a un résultat qui vient tout de suite en moins de 2 heures. Il y a d'autres avantages. Alors ça, c'est pour vous représenter la technique. Donc en fait, il n'y a rien à faire en termes de manipulation. L'expectoration est mise directement transférée dans une petite boîte et cette petite cassette est introduite dans l'appareil où successivement, il va y avoir un lavage de l'expectoration. Ensuite, ils vont casser l'ADN par ultrason. Et puis ensuite, la PCR est réalisée et ça sort sur un écran d'ordinateur à côté. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il y a un ordinateur et puis il y a des systèmes où on peut mettre une cassette, des systèmes où on peut mettre 4 cassettes et puis d'autres appareils un peu plus importants où on peut mettre jusqu'à 16 cassettes. Alors, l'OMS s'est clairement positionné par rapport à ça en disant que cette technique devrait être implantée dans les centres de prise en charge du VIH pour rechercher la tuberculose chez tous les patients à qui on va débuter un traitement antirétroviral. Il y a de plus, de façon récente, 2 études, là, une qui est parue dans PLOS Medicine et l'autre dans le journal, enfin bref, voilà, en janvier 2012, qui ont démontré que cette technique était non seulement efficace, mais elle était coût-efficace pour réduire la mortalité chez les patients VIH à un stade avancé. Et voilà, et que donc finalement, l'investissement financier dans de telles techniques pouvait quand même arriver à devancer, enfin, à améliorer grandement la prise en charge des patients. Alors, de plus, l'OMS a comment dire, traité un peu avec la firme qui fabrique ça, et de façon à ce qu'il y ait une diminution du prix d'achat dans un certain nombre de pays. Il y a 145 pays qui ont eu le droit, leur disent-ils dans le rapport, à partir du mois de juin 2011, d'acheter, pardon, à partir de décembre 2010, d'acheter ces tests, ces cartouches et ces instruments à prix réduit. Et il y avait, 6 mois après, 26 des 145 pays qui l'avaient fait, donc qui montraient que clairement c'était possible, c'était réalisable. Alors, je vais aller rapidement pour finir sur l'interaction avec les... Enfin, c'est pas l'interaction, c'est l'implication en termes de traitement. Le traitement de la tuberculose chez les patients VIH, il est bien codifié. C'est le même traitement que la tuberculose chez les personnes non VIH, c'est les mêmes médicaments, à la réserve près que lorsqu'on traite de façon concomitante l'infection VIH, il y a un risque d'interaction médicamenteuse non négligeable, en particulier avec la rifampicine et les inhibiteurs de protéase, qu'il y a un risque de cumuler les effets secondaires, qu'on augmente le nombre de comprimés et que probablement l'observance est moins bonne. Et puis, quand on commence à traiter tôt les tuberculoses par les traitements antirétroviraux, il y a un risque non négligeable de voir ce qu'on appelle survenir le syndrome de restauration immunitaire, ou l'IRIS, qui est en fait une réactivation paradoxale, soit d'une maladie opportuniste qui existait au préalable et qui n'était pas visible avant la restauration immunitaire, soit l'aggravation d'une tuberculose qui était traitée, qui allait mieux jusque-là, et avec la mise en route du traitement antirétroviral, on voit s'aggraver les manifestations de la tuberculose, pas du VIH, mais de la tuberculose. Donc c'est pour ces raisons que la question s'est posée de savoir est-ce que vraiment il faut mettre en route précocement le traitement antirétroviral lorsqu'on est au cours du traitement d'une tuberculose chez les patients infectés par le VIH. Avec comme corollaire, enfin à l'opposé plutôt, le fait que de traiter de façon plus retardée risquait d'augmenter la mortalité. Alors il y a eu un... Pardon ? C'est parfait.
Donc il y a eu un certain nombre d'études qui ont été réalisées et qui vont vraiment toutes dans le même sens, c'est-à-dire qu'il faut débuter le traitement antirétroviral dans les 2 à 4 semaines après le traitement de la tuberculose et que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir améliorer la survie des patients VIH et tuberculeux. Donc, il y a eu également des études observationnelles, donc ce n'étaient plus des études, des essais cliniques, mais des études observationnelles qui démontrent exactement la même chose, c'est-à-dire que le traitement précoce permet d'avoir un bénéfice en termes de survie, surtout si les patients ont des CD4 basses, un bénéfice en termes d'hospitalisation et de survenue d'autres infections opportunistes. Et que de plus, ça diminue les perdus de vue. Donc voilà, les recommandations pour l'OMS ont évolué entre 2003 et 2010, mais en 2010, elles restaient relativement floues sur la date d'initiation du traitement antirétroviral chez les patients VIH infectés par la tuberculose et sous traitement antituberculeuse. Il disait qu'il fallait débuter le traitement antituberculeux et puis, dès que possible, mettre en route le traitement anti-VIH. Et là, suite aux études Camellia, il est très probable qu'en 2012, l'OMS revoie les indications de mise en route du traitement antituberculeux pour définir que la stratégie va dans le sens d'un début très précoce de la mise en route des antirétroviraux par rapport au début du traitement antituberculeux. Voilà, je vous remercie. Donc les conclusions, c'est problème de santé publique, dépister le VIH en cas de tuberculose, rechercher la tuberculose maladie chez les patients VIH+, recourir si possible aux nouvelles techniques diagnostiques en termes de délai et de détection de la résistance et traiter tôt par ARV en cas de tuberculose, en cas de co-infection. Je vous remercie.